Là, il est sur l'Ukraine, c'est-à-dire avec Soros en Ukraine, c'est-à-dire toujours détruire les nations, toujours être là où on peut faire tomber les frontières pour pousser au métissage et mettre et porter atteinte à l'unité ethnico-religieuse des peuples et des nations pour les rendre plus perméables à la domination de nomades prédateurs ou de nomades parasites. Hein. C'est pas seulement la vie ou la mort d'êtres humains étrangers, c'est aussi qui nous sommes qui se joue aujourd'hui. Qui nous sommes? Est-ce qu'on va laisser les tentations du repli, de la fermeture, des barbelés s'emparer de notre pays ou non? C'est un vrai grand discours que vous portez là. C'est à peu près ça leur constante si on analyse fondamentalement à quoi reviennent et à quoi se résument leurs actes. Mai 68, c'était une double rupture. Hein. C'était une rupture avec la France éternelle. C'en est fini de la sérénité d'une société, enfin d'une population paysanne. Désormais, les enfants du siècle sont empreints de la sombre angoisse des déracinés. L'affaire Benzema, c'est quand je parlais tout à l'heure du problème de la jeunesse et des modèles identificatoires, dans cette jeunesse reine, les héros de la jeunesse sont les sportifs et les chanteurs. Il y avait d'ailleurs une jonction avec le sport business, hein, c'est le showbiz généralisé. Et quand on voit un Benzema, c'est tragique parce qu'effectivement, on peut imaginer que la jeunesse soit en crise quand elle a pour modèle identificatoire des types comme Benzema. Un qui parle un français catastrophique. Je pense qu'il nous prend pas au sérieux. Je lui ai dit, moi je vais t'arranger la sauce, faut que tu vas voir le mec, il va venir, il va te parler, mais je te donne ma parole qu'il n'y a pas d'autre copie. J'ai connu toutes les plus belles satisfactions qu'un athlète peut connaître, n'est-ce pas? Ensuite, je me suis reconverti dans cette affaire qui est une affaire saine. J'ai une femme merveilleuse, des enfants charmants, je vis dans un pays extraordinaire et je suis entouré d'amis et de relations agréable. Alors que voulez-vous de mieux? Deux qui ne mouillent pas le maillot quand ils jouent pour l'équipe de France. Ça s'est vu la dernière Coupe du Monde. Remember, we want you to vote on the BBC World Cup website on who you think will win the tournament. The vote closes at 5:30 tonight. American are absolutely packed. Maintenant, moi, je dis l'Algérie, c'est le pays de mes parents, c'est dans le cœur. Mais bon, après, sportivement, c'est vrai que je jouerai en équipe de France, quoi. À un moment donné, vous êtes posé la question quand même, Karim, ou directement vous êtes dit c'est l'équipe de France pour le côté sportif? C'est plus pour le côté sportif parce que c'est l'Algérie, c'est mon pays. Hein. Mes parents ils viennent de là-bas, donc après la France c'est plutôt sportif, quoi. Voilà. Et trois, quand on voit qu'ils ont en fait qu'ils sont en fait des racailles milliardaires. À 28 ans, Karim Benzema n'en est pas à ses premiers déboires judiciaires. En 2010, à quelques semaines de la Coupe du Monde, le nom du joueur surgit dans l'affaire Zaya. Une prostituée qui aurait eu, alors qu'elle était mineure, des relations sexuelles tarifées avec plusieurs joueurs, dont Franck Ribéry. Karim Benzema est poursuivi pour avoir sollicité ses services. La call girl affirme l'avoir rencontré 3 fois. Son image est aussi écornée par des contentieux avec sa propre famille. Karim Benzema est poursuivi en justice par sa tante car il aurait refusé de verser une pension alimentaire de 1 500 € à sa grand-mère. Le footballeur, qui gagne des millions d'euros depuis son plus jeune âge, refuse d'être le seul à payer. Il assigne alors les autres membres de sa famille pour partager la note. Et où là, il participe à une tentative de racket et de chantage et de racket sur un de ses coéquipiers de l'équipe de France, qui est en plus Valbuena, qui est en plus un très bon stratège, un bon stratège de l'équipe de France, un bon élément de l'équipe de France de football, qui lui fait bien son travail dans l'équipe de France. Lorsque Mathieu Valbuena agit, c'est toute l'équipe qui suit. Contre la Norvège, en l'absence de certains cadres, le joueur de l'OM a pris ses responsabilités. 3 passes décisives sur les 4 buts inscrits par l'équipe de France. Depuis le début de l'ère des champs, seul Franck Ribéry avait réussi une telle performance. Le sélectionneur en a fait un titulaire incontournable et le milieu marseillais lui a une nouvelle fois donné raison.
Donc c'est vraiment sordide de voir que ce qui devrait être des compagnons de combat unis pour le drapeau et étant des exemples pour les jeunes Français, je parle de Benzema, sont exactement l'inverse. Au centre de l'affaire, une vidéo intime mettant en scène l'avant-centre lyonnais, laissé selon lui par négligence sur l'un de ses anciens portables. Ce fichier vidéo a été récupéré par 3 hommes, 3 maîtres chanteurs. Ils réclament à Mathieu Valbuena au moins 100 000 € en échange de la non-diffusion de la vidéo. Le joueur refuse. C'est à ce moment-là que Karim Benzema entre en scène. L'un de ses amis lyonnais lui aurait demandé d'intervenir auprès de Valbuena. J'ai été victime moi-même de ce genre de tentative de chantage et de déstabilisation. Mais la seule chose que je peux dire en plus, c'est que la tragédie qui s'ajoute en plus, c'est que il paraîtrait, selon des gens bien informés, qu'il n'y aurait pas de femmes sur cette sextape. Voilà. Je n'en dirai pas plus. J'aime regarder des filles qui marchent sur la plage. Oui, alors ça, c'est, j'avais parlé tout à l'heure de la manipulation du jeune, du jeune comme catégorie à mettre en avant par le capitalisme décadent avancé. Alors j'avais dit, il y a le jeune, il y a la femme, il y a l'immigré, toujours contre le patriarche, le père et le patriarche de souche. Alors évidemment, aujourd'hui, on nous remet toujours à un moment donné sur l'établi le féminisme. Mathilde Beaune prend le métro tous les jours. Jamais tranquille, elle essuie régulièrement des insultes, des regards, des gestes déplacés. C'est vraiment une pression qui est constante et surtout on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va arriver. D'un coup on est tranquille, on est sur son livre, sur son téléphone en train d'écouter sa musique et il y a quelqu'un qui va tirer sur votre fil genre parle-moi, occupe-toi de moi, je voudrais te dire un truc, je suis pas disponible. Pourquoi ? Un seul chiffre résume tristement les choses. 100% des femmes se sont fait agresser au moins une fois dans les transports en commun. Il faut lutter pour défendre, il y a une cause très importante en France en ce moment, on le sait, qui est la condition des femmes, notamment par rapport au harcèlement sexuel. Alors on aime la lecture ? Vous êtes femme psychologue ? Et attendez, vous savez pas, une jolie fille comme vous, un bel après-midi comme ça, non, moi je peux pas. Même de face, j'ai vu. Non, j'ai pas vu, j'ai su que vous aviez, vous savez quoi ? Un superbe cul. Et attention, c'est un compliment, hein. Alors qu'évidemment, on est dans une période d'apathie, de plus en plus de difficultés de relations des sexes, période de montée de l'homosexualité masculine exponentielle, mais on nous dit en gros que le vrai problème, un des problèmes majeurs de la France aujourd'hui, d'ailleurs depuis vendredi, je pense qu'on en parle un peu moins, mais ça serait le harcèlement des femmes dans les transports en commun. Le gouvernement lance aujourd'hui une campagne nationale pour lutter contre le harcèlement sexiste dans les transports, une violence finalement devenue ordinaire. Rappelons que les agresseurs encourent 6 mois de prison et 22 500 € d'amende pour injures ou menaces, 5 ans de prison et 75 000 € d'amende pour baiser forcé, main aux fesses ou frottement. Alors il y a deux choses, c'est que je pense pas que ce soit une cause nationale qui mérite autant d'investissements médiatiques et publicitaires, et deuxièmement, si vous regardez le spot qui a été fait, le harceleur de la jeune femme en transport en commun semble bien être l'arabo-musulman. Mademoiselle, vous êtes charmante. Alors, on fait connaissance ? C'est quoi ton numéro ? Et ta petite jupe, là, c'est pour moi ? T'es bonne, tu sais, tu m'excites. Mais réponds, sale chienne. Stop, ça suffit. Une fois de plus, montrer du doigt. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de réalité, puisque le sous-prolétaire immigré, qui est comme le migrant syrien qui arrive du côté de Calais, il a besoin de se vider les couilles, et c'est pas facile pour lui. Balls, it's very big. Like this. It's big. Really. He said make sex with anyone. Or make anything. Donc il a peut-être tendance, quand il voit une jolie jeune fille droit de l'homiste d'un autobus, à lui dire t'es bonne mademoiselle ou bonjour mademoiselle, et comme la fille le regarde avec mépris, lui dit m'emmerde pas toi, il finit par lui dire salope ou raciste, tu vois. Mais aujourd'hui, ce genre de sketch des inconnus ou de plaisanterie qui aurait pu être une plaisanterie de Jean-Marie Le Pen est comme une campagne publicitaire de l'État socialiste tout-puissant. Je veux leur dire qu'elles ont le droit de dire non. Elles peuvent signifier leur refus fermement. Je veux leur dire, vous n'êtes pas seuls face à ces violences. Et puis d'abord, le meilleur moyen de remédier à ce combat, c'est quoi ? C'est la virilité masculine bien comprise. C'est-à-dire que quand un jeune vient emmerder, un homme vient emmerder une femme dans les transports en commun, le mieux c'est que les autres réagissent
pour se porter au secours de cette femme. Laissez-moi, laissez-moi. Dis donc, laisse ton ma petite tranquille, puisqu'elle te demande que tu la laisses. Écoute, nous sommes 3, et t'es tout seul. Tu vas la laisser, oui? Ouais, un simple soldat qui donne des ordres. Allez, allez, tu vas te tirer. Les personnes qui peuvent se porter à son secours, qui peuvent être des hommes bien élevés et courageux, aussi bien issus de la communauté de souche d'ailleurs que des bons musulmans, parce qu'un bon musulman, normalement, qui respecte sa religion, s'il voit une femme agressée et harcelée par un sale type, se porte au secours de la femme. Vous voyez, donc il n'y a pas de, il y aurait même pas à racialiser la question. Il est 20h30, vendredi dernier, au centre de Marseille. 2 individus armés de couteaux agressent une jeune femme. L'Amjed n'hésite pas une seconde. Il s'interpose. Il est le seul à intervenir. Son courage va lui coûter cher. Il est poignardé à 3 reprises par les agresseurs qui s'acharnent sur lui. Franchement, je suis pas un vrai héros parce que c'est mon devoir de faire. Je suis comme ça, je peux pas changer, c'est mon éducation. Faire des spots publicitaires tels qu'on le fait là n'est pas du tout, ne peut amener à quoi qu'à une fois de plus montrer un peu plus du doigt le prolétaire et le sous-prolétaire d'origine immigrée, qui lui effectivement prend les transports en commun, est dans une situation, comment dirais-je, de frustration sexuelle assez explicable, et peut-être effectivement tenter d'adresser la parole à une jeune femme dans les transports en commun. Ce que j'ai fait d'ailleurs moi toute ma jeunesse. Hein. Voilà. Et à l'époque, ça se passait plutôt bien. Ça ne sait pas dire non, c'est ça que j'aime bien chez les petits boudins. Ça pose pas de questions, ça mange pas de pain, les petits boudins. Je suis allé récemment rencontrer un ami à Montpellier qui s'entraîne dans une très belle salle d'art martial mixte là, et nous avons fait une vidéo qui est à la fois une vidéo de discussion sur le MMA, qui est en train de devenir le sport de combat dominant, et en même temps, pour que ce soit attrayant, on s'est fait, parce qu'il est ancien champion d'Europe de Kung-Fu et 4 fois champion de France de Kung-Fu, je crois, donc il avait un haut niveau en art martial. On s'est fait une petite séance de pieds-poings, où vous verrez, on échange un peu nos techniques. Donc il y a une discussion sur le MMA qui est intéressante avec beaucoup de, comment dirais-je, de post-production, et aussi vous me verrez pratiquer la boxe pied-point avec ce camarade lui-même ancien champion de Kung-Fu. Voilà. Alain Soral, merci beaucoup. Je vous remercie. Je crois qu'on a réussi à traiter à peu près tous les sujets importants. Oui. C'est bon, on peut aller se coucher alors. Les concours, c'est les coups de pied, et tout ça, c'est les coups de pied. On fait un entraînement de geste de base. Ça permet de faire mal, c'est bien chauffer en travaillant. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour Alain. Bonjour. Eric, tu es un pratiquant d'arts martiaux. Qu'est-ce que la pratique des sports de combat t'apporte au quotidien ? En fait, comme tous les sports, on trouve du défoulement dans la pratique des arts martiaux, mais il y a une dimension supplémentaire. Ça réclame un courage un petit peu particulier, des qualités un peu différentes que le tennis ou le football, dans la mesure où on est fatalement dans un rapport de dualité, donc on est opposé à quelqu'un. C'est pas forcément naturel pour tout le monde, donc il y a une démarche intérieure qui est intéressante en complément du défoulement que ça procure. Donc je pratique les arts martiaux moi depuis que je suis tout gamin. Ça m'a toujours aidé. Ça correspond peut-être pas à tout le monde, mais dans l'ensemble, c'est quand même une discipline très complète qui permet vraiment de travailler tout le corps dans tous les domaines, le cardio, la souplesse. Il vaut mieux être un petit peu en bon état musculairement parce que sinon très rapidement on s'aperçoit qu'on peut pas tenir. Voilà, donc ça a des tas de vertus qui m'apportent beaucoup au quotidien, et puis maintenant malgré mon grand âge je continue et ça me maintient plutôt en forme, donc je suis pas prêt d'arrêter.
fais comme ils font en MMA avant le combat. Je me suis mis avec le temps, j'ai basculé sur le MMA. Moi, je viens des arts martiaux classiques, karaté, kung-fu. C'est mon background, comme on dit. Et puis après, je suis passé au sport de contact, full contact, boxe française, kickboxing. Je suis allé en Thaïlande, je me suis entraîné là-bas. Enfin voilà. Bon, puis à un moment donné, assez naturellement, compte tenu de l'évolution que les arts martiaux ont connue avec l'apparition du MMA, eh ben, je me suis intéressé à cette pratique. Vous avez eu l'occasion de vous entraîner tous les deux, je crois, hier. Comment s'est passé cet entraînement? On a des images. Oui. On va être obligé de les montrer. Les images parleront, mais enfin, pour ce qui est du ressenti et du vécu, bon, alors c'est toujours un plaisir de s'entraîner avec un partenaire d'un certain niveau. Bon là, en l'occurrence, il y avait une dimension un peu différente parce que j'ai pu m'entraîner avec Alain Soral lui-même, donc qui était un grand spécialiste de boxe française. Puis là, le thème, c'était un peu ça. Il m'a montré des techniques que je connais pas forcément, que je maîtrise pas des masses. J'ai fait de la boxe française pendant quelques années. Je servais de sparring à d'ailleurs des gars d'un bon niveau dans un club de Montpellier. Donc, j'ai pas absolument tout oublié, mais c'est pas ma pratique quotidienne. C'est vrai qu'il y a des façons de snapper les coups, des déplacements, des positionnements, le fait de réarmer les jambes pour pouvoir donner plusieurs coups à la suite comme ça. C'est pas vraiment l'esprit du MMA. Enfin. En tout cas, c'est pas ce qui domine, où on est plutôt sur des frappes lourdes et qu'on veut décisives. N'empêche que hier, j'ai sinon appris, disons revu et révisé tout un tas de techniques que j'avais appréciées à l'époque, dont je m'inspire à certaines occasions. Mais là, hier, c'était vraiment un bain culturel, un bain technique très intéressant pour moi. C'est la vitesse. Alors, 1, 2, 3, 4, je vais en fait d'appuyer. Cherche plutôt le début. Je t'ai amené sur mon terrain, je dois dire. Voilà, bon là on est d'aller sur le tien. Voilà. On était sur le terrain d'Alain et qui maîtrise parfaitement. Bon, il est diplômé de la discipline et c'est pas pour lui brosser les pompes, mais c'est vrai que bon, vu son âge canonique et ses activités par ailleurs, c'est quand même extraordinaire ce qu'il arrive encore à faire. Voilà, notamment la souplesse dont il fait preuve et puis la puissance de frappe. Voilà, il y a des impacts encore le lendemain. Hein, on a un petit peu des bleus à droite à gauche. Non, moi j'ai une manière de travailler, tu as vu, qui est précision, vitesse technique, on va dire vitesse précision d'abord. C'est vrai que j'aime bien travailler comme ça parce que en vieillissant, travailler en force, c'est moins ce que je recherche. Je cherche à garder le niveau technique. Parce que quand on a toujours la vitesse, la précision, le coup d'œil, à mon avis, c'est ce qu'il faut préserver le plus longtemps. Et ça, c'était bien hier parce que je t'ai remis dans ce système-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça m'a fait travailler plus vite, plus précis, moins lourd, moins sur un coup. Ouais, c'est ça. Et, non, c'était bien. Ceci dit, je dois dire, il faut renvoyer l'ascenseur qu'en quelques minutes, parce que c'est en quelques minutes, hein, tu t'es remis dans le schéma boxe française très vite, quoi. Ça veut dire que tu as le potentiel. C'est-à-dire en 3 leçons, voilà. Tu fais tu fais la même chose que je fais en 3 leçons, quoi. Et ben les 3 leçons qu'on a prévues donc chaque mercredi. Hein. non, mais moi j'aime bien amener les gens sur ce terrain-là parce que c'est vrai que c'est un peu oublié ce terrain-là. C'est vrai. On a aujourd'hui une tendance effectivement à des gens qui ont un énorme cardio, une très grosse efficacité, une grosse méchanceté, je veux dire, au détriment un peu de la sophistication technique. Je suis d'accord. Et avec l'idée que quand c'est technique, il y a une perte d'efficacité, ce qui n'est pas vrai en réalité. Je pense que c'est un vrai débat, ça. On va redécouvrir, je pense, d'ailleurs on le voit en MMA, hein, avec certains types virtuoses. Ouais. Des mecs qui osent des belles techniques et qui les maîtrisent, ça fait du dégât. Hein. On voit des beaux revers tournants en figure placés sur la carotide où les mecs dégringolent. Et puis l'idée, comme je t'ai montré hier, tu as vu de combiner très vite. 1, 2, 3. Tu as Bien sûr. Tu as des enchaînements, en sachant que c'est le 3 qui fait mal. Parce que le 1, sur un mec qui sait boxer, le 1, tu fais jamais mal sur le 1. Parce que le 1, le mec, il le voit venir. Oui, c'est comme si en boxe anglaise, un type disait j'ai un énorme bras arrière, mais personne ne donne le bras arrière tout seul comme ça.
Ben, on le voit un peu venir, ouais. Oui, mais le low kick de la jambe arrière, c'est la même idée. Tu peux avoir un très gros low kick de la jambe arrière sur un type qui sait boxer, se déplacer. Tu touches jamais si tu l'amènes pas par autre chose. Et moi, l'idée, c'est le 3 fait très mal parce qu'il y a le 1 et le 2 qui amènent le 3. Tout à fait. Et c'est un peu ce qu'on a fait hier, là. C'est travailler sur 1, 2, 3. Non. C'est une double croisée. 1, 2. Parce que là, tu as le choix. Si tu veux, au début, on peut faire pour ça. Mais c'est bien de faire. Regarde, c'est 1, 2, 3, 4. Tu peux le décomposer à deux choix. Voilà. Et là, tu cherches le choix. Parce que le seul temps, tu commences par en. Ce qui était très plaisant parce qu'effectivement, ça m'a fait une piqûre de rappel sur certains fondamentaux, voilà. Et il faut rien négliger dans les sports de combat. C'est très intéressant, c'est vivant, c'est interactif, ça. Et en réalité, on peut apprendre tous les jours et on peut s'améliorer tout le temps. Et ben, moi, même quand c'est 50 ans, voilà. J'ai mon côté pèlerin de la boxe française traditionnelle, méthode Lafont. D'ailleurs, tu vois, le vieux, je dis le vieux, il avait mon âge qui nous regardait. Ça lui a fait plaisir parce que ça lui a rappelé des apprentissages. D'une autre époque, il était content. Parce que c'est vrai qu'on a un peu perdu cette manière de travailler. Et comme Lafont père est mort et Lafont fils est mort aussi, ils sont morts tous les deux, moi je me sens un peu maintenant dans la mission, c'est de perpétuer cette manière de travailler. En vitesse, jambes avant et en enchaînement rapide, quoi. En fait, ce que je fais, c'est des gammes, un peu. Des gammes et des arpèges. Je t'oblige à faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et de faire le plus bel enchaînement de 3 coups, le plus précis, le plus rapide possible, c'est ça l'idée. De 3, voire de 4 ou 5 ou 6, c'est l'ordre jusqu'à 7. Je fais une trempe de bras avant, je glisse la jambe. Je rentre un petit peu sur l'intérieur, j'arrête sur cuisse, je prends ma distance et je te casse la tête. Je le refais, c'est ça, c'est tout. C'est pas que c'est mais vraiment à refaire absolument parce que c'est pas bon de s'enfermer dans un style et d'y rester. Un jour ou l'autre, on plafonne. Voilà, il faut se mettre en danger. Il faut aller, faut se mettre en danger tout en restant prudent. Mais je veux dire, c'est bien d'aller vers des techniques qui ne sont pas forcément celles qu'on préfère à la base. Et puis on arrive comme ça à avoir un spectre bien plus large. Voilà. Donc moi, ça m'arrange parce que déjà, tu m'as obligé à travailler pieds nus. Pour moi, c'était un problème. Quoi. Oui. J'ai gardé mes chaussettes, du coup. J'ai des bleus énormes aux pieds, parce que c'est vrai que quand tu travailles avec des chaussures, le fait de te retrouver pieds nus, tu as un sentiment de fragilité. Ouais. Et d'ailleurs, tu as des petites douleurs que tu ressens pas quand tu as les chaussures. Et ça, c'est vrai que... Normal. C'est ce que je dis. Moi, ce que les gens me disent, oui, mais normalement... pieds nus, c'est plus naturel. Moi, je dis, dans la vie normale, ce moment où on est pieds nus, c'est dans sa salle de bain. On a toujours des godasses. Tu dors pas avec tes chaussures, quoi. Non, mais la boxe française, c'est le seul sport pied-point où on a des chaussures. Ouais. De tous les sports du monde. C'est le seul. Et la chaussure sert à quelque chose, c'est-à-dire notamment le pointu. Ouais. Et tu as remarqué que le pointu est intéressant. Pour ce qui est d'hier, je suis content que tu n'aies pas eu tes pompes. Oui, parce que tu as vu que le pointu, déjà, sans les chaussures, ça fait mal. C'est peut être efficace quand on est au bon endroit. Notamment sternum, plexus, foie, etc. Mais avec des chaussures, c'est très dévastateur. Mais un des seuls KO que j'ai pris à l'entraînement, c'était pas un gars de boxe française, bon, il était champion du monde, comme tu dis, un pointu plexus, avec les pompes. Alors là, c'est bon. J'ai fait mon petit KO. C'est vrai que ça fait mal, mais c'est quasiment une arme. Et bon, il faut savoir s'en servir. La boxe française, c'est la savate, la savate, le chausson, c'est quand même on a la chaussure et on s'en sert. Et c'est vrai que c'est le seul art martial où on est chaussé. C'est vrai. Ce qui donc permet le fameux pointu. Ouais. Vous êtes entraîné hier dans une salle d'arts martiaux mixtes. À propos des arts martiaux mixtes, vous êtes certainement au courant que de nombreux, voire la plupart des pratiquants qui veulent combattre sont aujourd'hui obligés de s'expatrier parce que les arts martiaux mixtes, le MMA est interdit en France à ce jour. Pour rappel, le président de la Fédération française de judo, Jean-Luc Rouget, a déclaré en février 2015 que tous les pratiquants de judo qui participeraient à des entraînements et qui entraîneraient des combattants d'arts martiaux mixtes seraient radiés de la Fédération de judo. C'est incroyable pour moi qu'on vienne empêcher des gens de pratiquer ce qui leur semble bon pour eux. C'est absolument révoltant. Enfin, moi, je le vois comme ça. Moi, je suis président de la Fédération française de judo et j'ai une mission de service public. Et ce qui me gêne, c'est l'objectif qu'il y a. L'objectif qu'il y a, c'est pas du tout le même. Moi, l'objectif de la Fédération française de judo, c'est d'être éducatif au niveau physique, intellectuel, mental et social. Donc c'est mon objectif. Et là, c'est pas du tout ça. Donc quand on prend la manière dont ça s'est développé avant tout pour l'organisation de spectacles, de spectacles sportifs, c'est ça.
Surtout. Ouais. C'est ça On abordera le... Incroyable que des gens qui n'y connaissent rien, parce que Monsieur Rouget, avec tout le respect qu'on lui doit, a fait du judo, bon, certes à haut niveau pendant des années, mais enfin, le judo en compétition, c'est beaucoup de tirage de kimono. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pratique aujourd'hui dans une surface de combat de MMA. Donc, sous couvert de protection de la dignité humaine, soi-disant, toujours avec les mêmes prétextes humanitaires, droits de l'homiste, enfin, toujours un peu les mêmes choses. Le MMA, d'une part, c'est commercial, on sait déjà qui y a derrière, et puis c'est surtout une compétition qui porte atteinte à la dignité humaine, et d'où l'interdiction. Si vous parlez des compétitions MMA où il y a des coups portés au sol, pour moi, c'est une atteinte à la dignité humaine. Les sports de combat, dans leur ensemble, doivent respecter certaines règles. Et ces règles, c'est l'intégrité physique, de ne pas mettre les gens dans des situations dégradantes, comme par exemple dans une cage, de ne pas frapper quelqu'un qui est au sol, qui ne peut pas se défendre, ça c'est impossible pour moi. On vient nous expliquer que nous, adultes, on n'a pas le droit de faire comme on l'entend, parce que sinon il va s'exercer des pressions. Surtout, excuse-moi, il pourra dire ce qu'il veut, il fait que retarder une échéance, et il fait simplement que les Français prennent du retard. Parce qu'on fait prendre du retard aux Français sur cette discipline, que moi j'aimais pas tellement au début, mais je suis obligé d'avouer, je l'ai déjà dit, que c'est l'avenir. Hein, parce que de toute façon, moi je faisais du pied-point, après j'ai fait de l'anglaise, les mecs faisaient du judo. La question qu'on se posait entre nous tous, c'était qui gagne entre le judoka, le boxeur d'anglaise et le boxeur pied-point. Et la réponse, c'est le MMA. C'est quand on mixe tout, comment on s'en sort. Et au début, c'était un peu, je l'ai dit, le MMA, c'était des types qui étaient à la fois mauvais en boxe anglaise, mauvais en kickboxing et mauvais au judo et mauvais en lutte. Mais c'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des types qui sont bons dans tout et qui combinent les trois. Aujourd'hui, on voit très bien que moi, je suis agacé aujourd'hui par l'évolution, par exemple, de la boxe taille, où il y a énormément de clinch. Et je dis, dès lors que tu es dans le clinch et le coup de genou, pourquoi pas aller au sol? Puisque finalement, moi, soit on est dans la percussion pure et on interdit toute saisie, mais dès lors qu'il y a de la saisie, il y a aller au sol et finalement, c'est la logique. Soit on n'y va pas, soit on y va complètement. Et moi, je dis aujourd'hui, même la boxe taille est dans une impasse, parce qu'aujourd'hui, je vois l'évolution de la boxe taille, c'est pratiquement du clinch et du coup de genou dans tous les combats, qui consiste à se tenir la tête et à se soutenir au genou. Et moi, chaque fois qu'un mec me fait ça, comme ça me gonfle, je l'amène au sol. Je sais pas travailler au sol, mais au moins déjà, je l'ai foutu par terre, quoi, tu vois, parce que ça m'agace, quoi. Et l'avenir, il est évident que c'est le MMA et que les types, il y aura de plus en plus de virtuoses, il y aura de plus en plus d'argent. La boxe anglaise est dans une impasse aussi à cause du boxing business. Un mec comme Mayweather, à mon avis, fait beaucoup de tort, et Klitschko aussi. Il y a deux types qui font beaucoup de tort à la boxe. Le gros poids lourd là, qui est Primo Carnera ukrainien, qui est un mauvais boxeur, un géant et un mauvais boxeur. Et aussi Floyd Mayweather, qui est un virtuose de la boxe, mais un tricheur, et un mec qui, ce qu'on appelle, n'a pas de cœur. C'est un comptable. Both Shane Mosley and Oscar De La Hoya said to me, to win this round as it moves on, I don't know, but he has done better in this round than the previous one. Et la boxe anglaise est en déclin. Je dirais pareil pour le judo. Moi, le judo, 5 minutes de combat de judo, c'est 3 minutes de remise de kimono et 3 minutes de prise de kimono.
Et puis avec cette idée que quand tu as fait Ippon, tu as gagné, alors qu'en MMA, une fois que tu es sur le dos, tu commences à travailler, quoi. Et parfois même, c'est là où tu es le mieux placé pour travailler. Et moi, ce que je vais aller jusqu'au bout, un mec comme Teddy Riner, qui est sans doute un virtuose et un mec imbattable en judo, il est très jeune, il est déjà 7 fois champion du monde. Moi, je me rappelle, toute proportion gardée, quand je faisais la boxe française, j'avais peur des mecs de boxe anglaise. Je me suis dit, à un moment donné, il faut que j'ai le courage d'aller vers la boxe anglaise. Et j'y suis allé, parce que sinon, j'avais pas envie de finir comme Pascal Gentil. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Teddy Riner, si vraiment c'était un dur de dur, il irait se confronter au MMA avec les durs de dur du MMA, parce que une fois que tu es devenu le meilleur judoka du monde, il manque quand même des choses. Il manque la percussion, il manque aussi le fait de travailler sans kimono, et un type qui est dans les sports de combat, il se remet en question pour savoir s'il est vraiment l'homme le plus fort du monde, qu'est-ce qu'il ferait dans d'autres situations. Et moi, c'est ce que je dis, j'avais remarqué que Teddy Riner était déjà pas très courageux par rapport à Dieudonné, mais moi, ça commence à m'emmerder le judo, hein. Ça m'ennuie. Aujourd'hui, c'est pratiquement que du combat de neutralisation pour savoir qui va avoir la meilleure prise de kimono. Énormément de temps à remettre le kimono et très très peu de belles actions avec des types qui se neutralisent en mettant les fesses en arrière. Et on ne voit plus de planchettes japonaises ou de premières de hanches. Ah non, c'est fini tout ça. Plus de prise de risque, on est au rendement maintenant. Il faut aller au résultat. C'est des mecs surmusclés. Moi, j'en ai fréquenté. Les mecs sont d'une puissance de bras, etc. Qui s'annulent en plus. Et d'isométrie, c'est des gros, c'est des balèzes. Mais il y a une impasse. Et on voit que Rouget, en fait, a une réaction d'inquiétude et de peur par rapport à un sport qui est obligé, en fait, de tout balayer. Parce qu'une fois que tu as vu du MMA, le judo, franchement, c'est... Josh is doing an excellent... Oh, look at this. He got his back and he took him down. Oh, look how strong Josh is. He just stands right back up. Oh! Big head kick! Down goes Thompson! It's over! It is over! Unbelievable! For Ippon? Doesn't seem Okurashvili is putting up any big fight there now since they flew. I mean, il n'y a pas de stress dans le judo. Tu dis pas que le mec risque sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est un sport qui est devenu très très surfait. Hein. Et puis je te dis, un champion de judo, il doit se dire mais qu'est-ce que je ferais si on me mettait des coups de poing dans la gueule et qu'est-ce que je ferais dans la cage. Et moi je te dis, quand est-ce que Teddy Riner va un peu aller dans la cage pour voir ce qu'il vaut vraiment en tant qu'homme fort, voilà. Parce qu'on a compris que c'était le meilleur judoka du monde, c'est clair. Oui, il aurait certainement des facilités, hein, vu son parcours et vu sa technique. Non, mais c'est un super athlète. Il lui faudrait s'entraîner beaucoup complètement dans un autre registre. Hein, parce et puis accepter de prendre des coups. Parce que je fais remarquer que les judokas ne prennent pas de coups. Hein. Thomas turns in a combination. The referee Padilla watching. There he's up in the air again. Duran just fighting on instinct, O'Gill. He's just hanging a big right hand. That's it, Tim. Les coups, ça fait mal, hein. Bah oui. Et surtout dans la gueule, quoi. Voilà, et c'est donc cette fédération de judo qui est un sport qui décline, qui aujourd'hui veut interdire à quiconque de faire la promotion de ce sport en compétition et qui pèse de tout son poids sur son ministère. La fédération de judo est très très puissante en France, hein, au niveau politique, au niveau maçonnique, maçonnique aussi. Hein. Et en fait, ils pèsent de tout leur poids pour interdire cette discipline en compétition et c'est dramatique parce que, comme tu le disais, ça... D'ailleurs, au passage, parce que je sais qu'ils regardent mes vidéos, et c'est triste parce que ces combattants sont obligés de partir aux États-Unis, ce qui est compliqué pour eux. Hein. Dans le club où on était hier, il y a récemment deux jeunes, deux combattants, des gars qui sont étudiants, enfin il y en a un qui est étudiant, l'autre qui bosse et qui a un bon boulot, c'est pas du tout ce qu'on pourrait penser, ce qu'on nous laisse à penser quand on en parle dans les médias mainstream. Ce sont des gens tout à fait structurés, intelligents, qui parlent l'anglais assez couramment, en plus du français. Ils viennent d'aller à Miami pour faire des combats. Ils sont obligés d'aller à Miami. Et c'est des allers-retours, hein. C'est en moins d'une semaine, aller-retour, faire ton combat. C'est un peu la misère. Et puis ça coûte très cher. Enfin, bon, après, ils sont contents d'y être allés, etc. C'est pas la question. C'est vrai qu'au départ, le MMA, quand tu regardais, c'était un peu bagarre de bistrot. Hein. Ah, on est bien d'accord. C'est pour ça que je m'y intéressais pas, moi, au début. Et moi aussi. Parce que je disais, c'était de la mauvaise boxe, de la mauvaise lutte et du mauvais kick. Et ça a complètement évolué. Mais ça a vraiment évolué vite. Et aujourd'hui, objectivement, quand tu as vraiment des très bons, moi j'aime bien les catégories 75 kilos où il y a la vitesse, la virtuosité, la percussion. Voilà. Very fast. Fitch is a gamer though. St. Pierre switch stances, missed with the left. Good right hand. Fitch got rocked after he threw the leg kick. St. Pierre countered. St. Pierre continues to tee.
Il y a vraiment des types, c'est très très impressionnant. Là. Je me rappelle John Jones ou Silva ou je sais pas quoi. Là. Oui, Anderson Silva. Ouais. Bah, les mecs, ils sont bons. Le mec, il aurait été à un niveau mondial en anglaise, ça se voit. Ouais. C'est un il est surdoué, quoi. Ouais. C'est très agréable à voir. Silva, aggressive here in round one. Confident in his striking. Look at the hands flow. Yeah, I think he really does. Oh, down goes Griffin! Et puis même quand c'est pas agréable à voir, il y a quelque chose, c'est qu'ils sont courageux les types. Les mecs se mettent en risque et acceptent de souffrir. Et c'est vrai que ça, on apprécie ce sport qui est différent. Enfin, ces sports de combat, je dis, c'est comme au tennis, mais on se donne des coups de raquette dans la gueule. Ça change tout. Hein. De maîtriser une technique qui en plus t'oblige à poser la question de ton intégrité physique pendant l'effort. Hein, c'est la dimension supplémentaire des arts martiaux. Enfin, après, il y a quelques sports extrêmes qui peuvent avoir la même dimension, mais globalement, il n'y a que dans les arts martiaux qu'on trouve ça. Il n'y a rien au niveau du stress de comparable. Hein. Et même, moi, je me rappelle à Bayonne, je m'entraînais parfois avec des rugbyman, c'est des balèzes. Hein. Mais dès qu'on est dans la boxe où il faut donner où le but c'est de se donner des coups de poing essentiellement dans le visage, personne ne ricane, personne ne rigole. Même à un deuxième ligne de rugby, ça le stresse. Bien sûr. Même si c'est un super bagarreur, etc. Personne ne fait le malin en montant sur un ring. Personne. Sinon c'est un fanfaron, c'est un menteur. Hein. Alors il y a dans certains sports de combat, on peut se le permettre un petit peu. Bon, je veux pas dire de mal, mais on sait bien qu'il y en a. Voilà, des trucs kimono, machin. Où on pousse surtout des cris. Voilà. Mais quand on est dans une surface de combat, bon, déjà en anglais c'est plus que sérieux. Après, bon, le kick, le K1, tout ça, ça pique. Et puis bon, le MMA, c'est le summum. Et puis en plus, c'est, à mes yeux, c'est vraiment, d'un point de vue technique, c'est le plus crédible, le plus proche de la réalité d'un combat. Parce qu'à un moment donné, ça va au sol. Voilà. Oui. Dans une bagarre, si t'as pas séché le mec debout, si t'as pas réussi à rester sur tes pieds, ça finit en général au chiffon par terre. Où il t'accroche, après ça fait le dog fight. Et celui qui sait faire des clés, parce que moi je redoute toujours ça, le mec qui sait pas te passer une clé, un étranglement, étranglement, clé, mais le mec parce que dans la vraie vie il peut te désosser. Moi honnêtement au début que je me suis vraiment intéressé au MMA, et ça date pas de très très longtemps, ça fait 6-7 ans maximum. Au début j'ai été choqué moi par ce que je voyais. Je me souviens que je trouvais ça vraiment d'une grande violence avec ces tout petits gants, etc. Il m'a fallu du temps, et pourtant je suis un pratiquant de longue date de sport de combat. Il m'a fallu un petit temps pour m'adapter à la chose et pour comprendre ce qui se passait, et pour comprendre que quand ça va au sol, c'est pas du tout un salopard qui tape sur un pauvre type qui est sur le dos. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, celui qui est sur le dos, il est souvent plus dangereux que celui qui essaye de le frapper. C'est pour ça que je te dis, le hippon en judo, il y a un côté... Et c'est parti, deuxième leçon de judo aussi aujourd'hui avec Kosei Inoue en kimono bleu. Ici, il faut opposer au néo-zélandais Daniel Going. Le premier combat a duré 20 secondes, celui-là aura duré... Hippon, c'est terminé, voilà déjà, aura duré à peine 12 secondes. Ça devient une escroquerie, c'est parce que tu peux très bien te prendre un hippon et puis presque te laisser l'autre te passer un hippon pour te retrouver sur le dos, parce que tu sais que là, si tu es un balèze du jiu-jitsu brésilien, c'est presque ton intérêt. C'est très dangereux de t'attaquer si tu es sur le dos. Alors bon, ça peut être dans la vie, c'est pas toujours. Non, bien sûr. C'est pas une bonne idée d'aller se foutre sur le dos entre deux bagnoles. Il vaut mieux rester sur ses appuis. Hein. Voilà, bien sûr. Il y a quand même une règle pour le combat de rue, restez le plus longtemps possible sur vos appuis. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, ça va dans le sens d'expliquer aux gens qui se permettent cette censure qu'ils sont complètement à côté de la plaque. La plupart n'ont jamais fait de sport de leur vie, à mon avis. Ceux qui en ont fait, c'était du squash ou de l'équitation. Là, maintenant, on est en train de parler d'un sport extrême. De toute façon, le MMA, c'est fait. C'est-à-dire c'est devenu le sport qui intéresse tout le monde, qui plaît à tout le monde. Rouget, là, ne fait que faire prendre du retard à la France, de retarder quelque chose d'inéluctable et de montrer en fait qu'il défend un peu son business.
Et c'est un peu dommage. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, sans doute, c'est faire en sorte que ce sport soit pratiqué dans les meilleures conditions et qu'on ait des écoles de formation pour avoir des mecs du plus haut niveau. Aux États-Unis, ils recrutent les jeunes dans les écoles de lutte très très tôt pour amener une génération de mecs super performants. Et c'est plutôt comme ça qu'il faudrait travailler. Puisque c'est inéluctable le MMA, faire en sorte qu'on ait en France des écoles le plus haut niveau possible de MMA. Parce que moi je suis toujours dans l'idée que pour protéger un boxeur, il faut lui faire atteindre le plus haut niveau technique possible. Hein. Bien sûr. Ça a toujours été d'où ma manière de travailler. Avec l'encadrement médical et tout ce qu'il faut. Ouais. Donc c'est comme ça qu'il faudrait travailler. C'est dire, bon, ce sport est devenu le sport majeur, c'est inéluctable, il faut faire en sorte qu'en France on puisse former les meilleurs combattants. Parce que le meilleur moyen de protéger physiquement un type, c'est qu'il soit très bon en anglaise, très bon en kick et très bon au sol. Quand on est de très bon niveau, on prend peu de coups, et on arrive à abréger les combats. Ce qui est dangereux, c'est d'envoyer au casse-pipe des mecs très courageux, mais mal formés techniquement, et qui ont que leur courage à opposer et qui en prennent plein la gueule. Je me rappelle quand, je vais pas trop raconter, mais je boxais à un moment donné dans une région où c'était plus une région de rugby que de boxe, et il y avait quand même une tradition technique là-bas de mecs courts sur leurs membres et sur leurs pattes, qui avaient plutôt tendance à apprendre à bloquer les coups directement avec le nez, quoi. Et ça faisait quand même des types très très courageux, mais très abîmés, très jeunes, et que je regrette ne devenaient jamais des champions. Ouais. Parce que, comme je disais, en boxe, il n'y a pas de boxeur lent, il y a des boxeurs rapides ou très rapides. Et puis il n'y a pas de... quand on est un boxeur courageux mais médiocre avec un jeu défensif faible, on ne peut pas devenir un champion. C'est pas possible, ça n'existe pas. En réalité, même pour les gens qui comprennent rien, qui croient que Tyson était un bourrin, c'est un technicien de très haut niveau, de très très haut niveau, et qui avait un jeu défensif d'esquive, qui d'ailleurs quand il a commencé à le perdre, s'est mis à perdre. C'est un type qui était un virtuose absolu, compte tenu de son style et de sa morphologie qui impliquait un style. Hein. C'était un virtuose absolu. Hein. J'ai regardé dans ses premiers combats où il était au top niveau à 20 ans, ses esquives latérales en avançant, où il évite à peu près tous les coups de boxeur de niveau mondial, c'est époustouflant. Hein. C'est à 100 kilos, c'est époustouflant. Il faut rappeler tout ça. Donc pour moi, la conclusion, c'est ça. C'est la seule chose qu'on pourrait faire raisonnablement, ou que Rouget pourrait faire raisonnablement, c'est mettre le haut niveau technique qu'a la Fédération française de judo au service d'apprentissage de combattants de MMA. Or là, il fait l'inverse. Il leur dit, si jamais vous touchez au MMA, on vous vire, on vous casse votre carrière, alors qu'il devrait au contraire faire des stages pour que les combattants de MMA profitent du savoir-faire du judo français, qui a, c'est vrai, un haut niveau. C'est dommage. C'est un peu un truc de vieux qui protège son business, qui refuse de voir le monde changer. Et j'ai la même réflexion sur la boxe française. Je trouve absurde en boxe française aujourd'hui qu'on interdise le coup de tibia. Parce que souvent, quand tu es à mi-distance, ce qui passe en enchaînement de crochets, c'est pas de ressortir pour mettre un coup de pied, c'est directement de travailler avec le tibia. Pas pourquoi, c'est pas parce qu'on a des chaussures qu'on pourrait pas travailler avec le tibia. Mais surtout, ce qui est encore plus grave, c'est qu'on n'a pas le droit de blocage en relevant la jambe en boxe française. Oui, bien sûr. Alors que contre ce qu'on appelle chez nous un fouetté bas, c'est-à-dire un low kick, la seule chose à faire, c'est de remonter la jambe pour le bloquer. On n'a pas le droit de faire ça, c'est-à-dire qu'on est obligé de ramasser les coups sur les cuisses, ou alors de faire des changements de garde ou de déplacement très rapide, ce qui est au détriment de l'efficacité des appuis et de la frappe. Normalement, en boxe française, s'ils veulent pas non plus se voir totalement marginalisés, puisqu'on voit que les mecs très doués en boxe française sont obligés d'aller au kick pour faire des carrières ou gagner un peu d'argent, etc. On a l'exemple de Farina. Farina est très en rythme maintenant qu'on approche de la mi-combat. Oh, le coup de pied en revers. Ouais, Farina, il aime bien les uppercuts. Oui, il est dans une situation dramatique. Voilà, sa jambe ne le porte plus. Un type qui vient de la boxe française et qui a une formation très technique, jambe avant, peut après aller vers tous les autres sports de pied, ce qui n'est pas le cas. Oui, on l'a bien vu hier. Hein, les mecs de boxe thaï souvent ont perdu contre un mec de boxe française, simplement pas sur la puissance ou le côté guerrier, mais parce qu'ils n'arrivaient pas à toucher. Parce que eux, ils attendent, ils travaillent jambes arrière, etc. J'en parlais avec Skarbowski, il s'est fait battre par un des plus grands champions de boxe française, simplement parce qu'il n'a pas pu. Il a passé de tout le combat à le courir après, quoi, et à se faire toucher sans toucher, quoi. Et c'est toute cette réflexion qu'il faut avoir sur les types qui bloquent leur sport, parce qu'en fait ils sont bloqués sur leur époque. Et on peut critiquer sur le judo, mais on peut aussi critiquer effectivement sur la boxe française. Il faut autoriser le blocage en relevant la jambe sur ce qu'on appelle un fouetté bas, et il faut autoriser le coup de tibia quand à la volée sur des enchaînements de crochets à mi-distance, le coup de jambe qui passe naturellement, c'est le tibia. S'il faut ressortir pour mettre un coup de pied, t'es super handicapé. Ouais. Donc, en France, on a toujours ce côté plaisir, prendre du retard pour le plaisir. Ouais, mais je crois qu'il y a alors qu'on a un gros réservoir. Hein. Oui. On a grâce, il faut bien qu'il y ait quelques chances pour la France, grâce à l'immigration et à notre très grande palette morphologique en France
ethnico-morphologique. On a des réservoirs de champions en France comme on n'en a jamais eu. Des jeunes, il y en a plein les cités. C'est-à-dire que si on voulait, on pourrait faire comme l'Allemagne de l'Est. On est déjà très bon dans des tas de sports, maintenant handball, basket, on voit bien le rapport entre l'immigration et le basket professionnel. En fait, on pourrait avoir des combattants de MMA de très très haut niveau avec le réservoir qu'on a en France de clair. jeunes. T'as vu au club, il y a de la jeunesse et les gars ils sont en forme, ils s'entraînent tous les jours, ils ont la volonté, mais on leur explique ici dans ce pays, non, en fait on reconnaît pas votre sport, on vous laisse le pratiquer en salle, mais allez pas vous aviser de vous rencontrer officiellement. Et ça c'est incroyablement idiot, d'autant que économiquement c'est une catastrophe, parce que quand on connaît le chiffre d'affaires que réalise la société qui organise l'UFC, l'Ultimate Fight Championship. Donc c'est la société Zuffa. Et ces gens-là ont déclaré en 2013, je crois, 1 milliard de recettes, et en 2014 1 milliard ou 1,2 milliard. Enfin, j'ai pas de document précis là-dessus, mais c'est ce que j'ai entendu. Regarde, quand tu vois aussi que ils ont failli supprimer des sports olympiques la lutte, ce qui aurait fait disparaître la lutte. On a des pratiquants de lutte en France, c'est un sport qui fait chier tout le monde, que ce soit la lutte libre ou gréco-romaine. On pourrait se servir de ces compétences de la lutte pour aller vers le MMA ou pour encadrer le MMA, former le MMA. Et des lutteurs pourraient enfin trouver peut-être aussi des débouchés pour survivre, parce qu'on a des lutteurs en France, leur avenir en général, c'est d'être employé municipal, même quand ils ont fait une médaille olympique. Et là, je dis, on a réintroduit la lutte, je crois, dans les sports olympiques, parce que sinon c'était la disparition totale, parce qu'il n'y a que l'olympisme qui permet à la lutte de vivre. Et la lutte, c'est un tiers du MMA. Ah oui. Oui, aux États-Unis, ils recrutent chez les lutteurs pour amener des types. Daniel Cormier, qui est très fort en poids lourd, je crois qu'il a été 2 fois champion olympique. Enfin, en tout cas, il a eu des titres. T'imagines si on mettait la fédération de lutte, la fédération de judo, la fédération de boxe et la fédération boxe française, discipline assimilée, machin, qui dirait à la limite, on va aider une élite MMA française. Dans chacune de ces disciplines, on a des très bons. Bien sûr. Des bons en judo, bons en lutte, bons en kick au niveau mondial et en taille. En anglaise, c'est peut-être là où... Enfin, en amateur, on n'est pas si mal que ça. Non, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait aller. Une dernière question facultative, mais qui devrait plaire aux spectateurs, surtout aux combattants. Est-ce que vous avez un combattant et un combat qui a votre préférence dans l'histoire des sports de combat ? J'ai laissé parler le grand maître là à ce sujet. Non, parce que moi je me suis passionné pour ça entre 80 et 90, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis pas trop au courant en fait, sans doute. Moi je suis toujours dans la nostalgie de l'époque où je me relevais la nuit, tu sais, pour regarder sur Canal+ les grands combats de Las Vegas, où tu avais les Hearns, les Hagler, les Duran, les Léonard, Barclay aussi d'ailleurs, faut pas oublier, puis après un peu encore Trinidad, Vargas, Quarté, tu vois. Championship rounds traditionally have belonged to Felix Trinidad. He's hammering Vargas here. Oh, that left hook to the body by Trinidad. Another left to the body by Vargas. And that backs Trinidad up momentarily. That's what you want, Trinidad. You want to back him away. Make him back up. Make him back up. And another left to the body by Vargas. He stops Trinidad's momentum by raking Trinidad to the ribs. Right here, it's toughness of Vargas against the skill and punching power. He want to mix it up, Vargas does. Trinidad. He's smiling. He's like, I'm going to keep it up. This is the strength of both fighters going at each other. This was Vargas' promise. I'm not going to back away. I'm not the kind of fighter who'll run. I'll stand with him. I'll trade with him. I'll stay with him all the way. That's what Vargas does as he comes down the stretch in round 9. Moi, mon maître en boxe, ça a toujours... pour des raisons morphologiques et autres, c'était Thomas Hearns. Moi, j'avais une fascination pour Thomas Hearns avec son short orange, là, du Kronk Stadium, et son jab du bras avant qui donnait du bas vers le haut, là, comme ça, sa droite derrière et son crochet fouetté du gauche, là, ce tac-tac. C'est pour moi d'un point de vue gestuel, c'est un des trucs les plus beaux que j'ai vu de ma vie. Et puis son regard, The Hitman, justement, c'est toute la différence avec Floyd Mayweather. C'était un type qui parfois s'est mis en danger parce que pour lui, il fallait mettre l'adversaire KO. C'était gagner avant de tomber, ce qui est déjà surhumain. Et après, il est devenu fragile à cause de ça. Everything in that fight flowed off the left hook to the body, and that's what's happening tonight.
up, Al. Mais il faut pas oublier que moi j'ai revérifié récemment, Hagler, ce qui est incroyable, d'amateur à la fin de sa carrière, a toujours boxé en poids moyen. C'est un type qui a fait le même poids de 18 ans à je dirais presque à 40 ans. Et quand il rencontre Ernst a commencé au même âge, boxer 10 kilos en dessous pratiquement. Et quand il le rencontre, il rencontre un type qui en fait naturellement, en anglais c'est des catégories tous les 2,5 kg, il rencontre un type qui est 3 catégories au-dessus de lui en fait. Hein. Donc c'était incroyablement, je dirais un défi incroyable pour un, d'essayer de battre Hagler. Ils venaient pas de la même catégorie, il y en a qui étaient à 72 kg naturels, et l'autre qui était à, on va dire, en étant gentil, à 66 kg, tu vois. Et c'est une grosse différence. Et c'est pour ça que... pour moi, ça n'a pas été un combat équitable, hein, Ernst Hagler. C'était un type qui défiait un type qui était à 2 voire 3 catégories au-dessus de lui. C'est pour ça que c'est un des plus beaux, c'est un des plus beaux combats que j'ai vu de ma vie, parce que j'ai étudié récemment qu'en fait, dans la carrière d'Hagler, il a perdu 2 combats de suite, ce qui lui a empêché d'aller au championnat du monde bien avant. Et tu sais qui il aurait dû rencontrer s'il n'avait pas perdu ces 2 combats? Non, j'ignore. Carlos Monzon. Sinking on deeper down. My head is just spinning around and round. I can't seem to shake this feeling. Oh, my body is a rocket and reeling. Oh, it's such a funny feeling that I know this is the last time around for me. Oh, yeah. On a raté le combat du siècle, parce que si Hagler n'avait pas perdu 2 combats de suite au point, il devait rencontrer Monzon. Et je payerais très très cher aujourd'hui pour voir Monzon-Hagler. Et on aurait pu y avoir droit. C'est à cause d'Hagler qui a perdu 2 combats. C'est étrange dans sa carrière, mais il a perdu 2 combats de suite. Et il a loupé Monzon. Voilà. Alors, le grand regret. Pour ce qui me concerne, moi, je vais faire plus short. C'était la période Ramon Dekers, Kaman, ces combattants-là en boxe taille, en kickboxing, les Hollandais. หมัดขวาอันตรายนะครับหมัดนี้ท่านผู้ชมหุกขวาอัปเปอร์คัตขวานะครับเขาจะมีสูตรว่าต่อยซ้ายขวาแล้วมีเตะตามแลกกันครับโคบานก็โดนน้ำมันก็โดนอย่างที่เด็ดมีตีเข่าต่างหากโคบานโดนเข้าไปแล้วครับน้ำมันโดนบ้างเอาละครับท่านผู้ชมไม่รู้ใครเป็นใครโคบานโดน3-4 ทีจะลงหรือไม่ลงไหมก่อนที่จะเจอตีเข่าครับอีกทีโคบานติดอยู่ที่มุมระฆังหนักมาแล้วครับน้ำมันเองก็โดนโคบานโดนนับไม่ถ้วนครับซ้ายขวาเป็น10 หมัดอันโทธีระเข้าไปนับครับลาดเข้าไปนับโอ้โหจมูกเลือดออกไปแล้วครับอย่างที่เรียนไปแล้วกระพริบตาไม่ได้ครับนี่เป็นเพียงยกแรกเท่านั้นมีศอกทุกซ้ายกับปลายคางโคบานลงไปแล้วครับ Donc c'est dans les années 90, à l'époque où je suis allé moi-même avec un copain en Thaïlande, mais c'était pour s'entraîner et on s'est entraîné fort d'ailleurs. Hein, là-bas, à l'époque, c'était ce qu'il y avait de mieux. Et bon, ces gars-là, et d'ailleurs, tu as fait un hommage appuyé dans une de tes vidéos à Ramon Dekers, qui est un gars que je croisais là-bas, hein, dans les camps d'entraînement. Voilà. Très belle posture quand il était jeune. C'était un frappeur incroyable. Il a commencé tout jeune. Il a mis les Thaïlandais à l'heure, alors qu'à l'époque, il dominait évidemment leur sport. Il a mis des crochets. Il était incroyable. Et puis bon, Kaman, qui lui est toujours en vie et que tu connais. Voilà. Que moi, j'ai juste croisé en Thaïlande avec sa 250 là, comme tout le monde, et on passait d'un camp à l'autre. Voilà. Donc on s'est parlé 2-3 fois comme ça, mais comme il parlait à tout le monde, quoi. Voilà. Bon, pour moi, c'était vraiment les combattants qui m'ont marqué, puis auxquels j'ai essayé de ressembler autant que je pouvais du point de vue du style. D'ailleurs, Rob Kaman fait la promotion du MMA. Ça m'étonne pas, c'est un vrai combattant de toute façon. Ça m'étonne pas. Il en fait la promotion. Merci à vous. Merci monsieur. Cette vitesse. C'est pas mal.